Première version, les trolls et les ogres est rassurante dans l'histoire, et ce qui arrive après, que ces extraterrestres cannibales, ça c'est pas drôle du tout. Já, í rauninni sko, það sem mér finnst, sko við erum klárasta dýrið á jörðinni og það sem ég finnst svona hræðilegasta tilhugsunin er að það kemur eitthvað sem er klárara en við og hvað gerist þá? Ok. Disons que la conclusion du livre, pour moi, ou un des messages du livre, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes sans doute les animaux les plus intelligents de la Terre. Et la question que je me pose, c'est que se passerait-il s'il arrivait des animaux qui sont plus intelligents que nous, pour nous? Que deviendrions-nous? Og þess vegna það með vilja gert að það fullt í bókinni sem ekki útskýrt og það að því ég held að þegar geimverurnar koma að þá munum við ekki skilja þær endilega. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui restent en suspens dans le livre, qui ne sont pas expliquées. Sur les extraterrestres par exemple, parce que si réellement des extraterrestres beaucoup plus intelligents que nous venaient, on ne les comprendrait sans doute pas. Belle méditation sur nous qui aimons les histoires d'extraterrestres. Et peut-être un regard aussi sur une catégorie d'êtres qui s'imaginent que parce qu'ils sont les plus intelligents de la création terrestre, peuvent tous permettre, c'est bien sûr l'interrogation qu'on a bien sentie dans le roman, on en reparlera sur la sensibilité des pays nordiques au bien-être animal. Petit extrait, cette fois-ci on est parti avec Anders Fager pour Le Voyage de grand-mère, un des textes du recueil La Reine en jaune, que nous avons remarqué, qui nous a donné envie, avec ensuite Furid Boras, d'inviter Anders Fager pour représenter tous ces talents des pays nordiques. Grand-mère va partir en voyage, elle va se rendre dans le nouveau pays tout au nord. Elle va enfin rencontrer Armada et les enfants, toute la nouvelle génération, ceux qu'elle n'a jamais vus, mais auxquels elle manque néanmoins, à longueur de temps. Loshi et Kinda, Simon et Yann, les petits amis, toute la tribu. Ensemble, ils iront ensuite s'installer dans la maison que l'oncle Tannik a achetée. Elle se trouve à la périphérie de Hamnarstrand, une bourgade au nord, près de Gösunden. Ce nom ne signifie rien en suédois, mais c'est un lac. On le voit depuis la colline près de la maison. Il s'étale dans un vallon de verdure, telle une grande mer bleue. Le paysage est beau et paisible, désert, et le silence y règne. On va découvrir très vite que tous les membres de la famille ne sont pas nécessairement recommandables. On va très vite découvrir que cette famille installée en Suède a des origines dans l'Europe centrale, et que donc dans cette Europe centrale, il y a des vieilles traditions, et on se nourrit parfois, on n'en dira pas plus, mais on commence à subodorer qu'il ne faut peut-être pas rencontrer grand-mère nécessairement sur sa route. Mais vous avez vu que le début de l'histoire, c'est une description de la nature et on retrouve notre thème. Est-ce que la nature, même dans une histoire d'horreur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est important pour un écrivain suédois, Anders Fager? I have to say that no, not for me, and I don't know if I am the perfect suspect, the perfect example here, but a lot of this imagery in The Voyage de grand-mère is to make the reader feel safe. Alors bon, il faut que je dise que chez moi, non, je pense pas que je sois particulièrement un si bon exemple de cela, je pense pas loin. Beaucoup d'imagerie du Voyage de grand-mère, c'est pour que le lecteur justement se sente à l'aise, qu'il se sente en sécurité. Au début. Yes, because then you will take the side of these characters. You start to sympathize with them, and then when they start to eat other people, you still feel like, hi, they're doing pretty well. Bah oui, en effet, parce qu'on veut que... Je voulais attirer la sympathie du lecteur pour ces personnages, qu'on les aime bien. Et puis en fait, comme ça, et puis au fur et à mesure, quand ils commencent à manger les autres personnes, on se dit, oh, ils sont quand même sympas. Hein. And that is a trap for the reader. The reader will walk out on very thin ice and start to excuse atrocities because we like these people. En quelque sorte, je piège le lecteur parce que le lecteur, bah voilà, il commence à chercher des excuses
aux personnages et les atrocités qu'ils commettent parce qu'on les aime bien en fait. Un autre de vos textes, Quand la mort vint à Botscar, c'est tout à fait différent. Ça démarre comme une histoire de thriller. Un commando armé arrive sur une île où vivent des familles suédoises a priori parfaitement paisibles, et ils n'arrivent pas avec de bonnes intentions. Que font des commandos d'une armée nationale quand ils débarquent pour liquider leur propre population, c'est-à-dire en fait pour cacher la poussière sous le tapis? Évidemment, on ne va pas vous raconter comment se déroule l'histoire et comment elle se finit, surtout parce qu'il y a un beau rebondissement. Il y a toujours une inquiétude dans vos histoires, Anders Fager, que ça vienne des personnages ou de l'État. Est-ce qu'une bonne histoire d'horreur, surtout au XXIe siècle, pour vous, c'est une histoire où la menace vient de partout? It's always good to sort of make people believe one thing and then scare them with another. The story you mentioned harks back to the days when I did my service in the armed forces. We had constant submarine hunts in the Swedish archipelago, and it was for real. We had all the real stuff with us, and it was supposed to be Soviet commandos and stuff out there. Alors, je crois que c'est toujours très bon, en tant qu'écrivain, de faire croire une chose au lecteur pour l'effrayer avec quelque chose qui vient d'un endroit complètement inattendu. Cette histoire, elle remonte à quand je faisais mon service militaire et qu'on mettait en place des chasses sous-marines dans l'archipel suédois parce qu'on avait peur, justement, on nous disait qu'il y avait des soviétiques dans le coin.